Solution, la géographie. La boussole, le gouvernail. Eh oui, si l'on veut naviguer. Néanmoins, vous devriez me prouver qu'il est nécessaire également, je veux dire pour aboutir à une conclusion quelconque, de prendre une direction au lieu d'une autre, de jeter l'ancre dans ce port plutôt que dans cet autre. Comment, dites-vous? Et les affaires? Sans règles, sans critères directifs? Et la famille, l'éducation des enfants, votre réputation dans le monde, l'obéissance aux lois de l'État, l'observance de ses propres devoirs. Avec ce bleu d'azur, liquide, que l'on boit aujourd'hui, je vous en prie. Et puis, ne me soucierai-je pas, comme il est de règle, de mes affaires? Ma famille, bien sûr, croyez-le, ma femme me déteste. Comme il est de règle, ni plus ni moins que votre femme vous déteste. Et mes enfants, voudriez-vous que je ne les élève pas selon les règles, comme vous les vôtres? Avec un résultat, croyez-le bien, qui ne diffère pas beaucoup de celui que votre sagesse parvient à obtenir. J'obéis à toutes les lois de l'État et je remplis scrupuleusement tous mes devoirs. Seulement voilà, j'apporte, comment dire, une certaine élasticité spirituelle dans tous ces exercices. Je profite de toutes ces notions scientifiques, positives, apprises dès l'enfance et l'adolescence, alors que vous, qui les avez pourtant apprises comme moi, vous donnez l'impression de ne pas être à même d'en profiter ou de ne pas le vouloir. Au grand détriment, je vous le certifie, de votre santé. Certes, il est malaisé de se prévaloir opportunément de ces notions qui contrastent, par exemple, avec les illusions des sens. Que la terre bouge, tenez, un ivrogne pourrait opportunément s'en prévaloir, en une sorte d'élégante excuse. En réalité, nous ne la sentons bouger que de temps en temps, lors de quelques légers tremblements de terre. Et les montagnes, étant donné notre stature, nous les voyons si hautes qu'il est difficile, je le comprends, de les imaginer comme de petites rides de la croûte terrestre. Mais, mon Dieu, je vous le demande, à quoi bon avoir tant étudié quand nous étions enfants? Si au moins nous nous rappelions constamment ce que la science astronomique nous a enseigné, la place infime, presque incalculable, que notre planète occupe dans l'univers. Je sais, il y a la mélancolie des philosophes, qui admettent bien que la Terre est petite, mais que notre âme ne l'est point tant, puisqu'elle peut concevoir la grandeur infinie de l'univers. Bon. Qui l'a dit? Blaise Pascal. Toutefois, il faudrait penser que cette grandeur de l'homme, en tout cas, n'existe qu'à la condition d'admettre, face à cette grandeur infinie de l'univers, sa petitesse infinie, et que par conséquent, il n'est grand que lorsqu'il se sent infiniment petit, cet homme, mais qu'il n'est jamais aussi petit que lorsqu'il se sent grand. Alors, je vous redemande, quel secours, quelle consolation peut nous apporter cette grandeur spécieuse, si elle ne doit avoir d'autre conséquence que de nous savoir condamnés ici-bas au désespoir de considérer comme grandes les petites choses, toutes nos choses d'ici-bas de la terre, et comme petites les grandes, telles que les étoiles du ciel, par exemple. Alors, ne vaudrait-il pas mieux, à chaque malheur qui nous frappe, à chaque calamité publique ou particulière, lever les yeux et songer que du haut des étoiles, mes bons messieurs, la terre, on ne soupçonne même pas qu'elle existe, et qu'à la fin des fins, tout est donc comme rien. Vous répondrez, fort bien, mais si sur cette terre, ici même, par exemple, un de mes enfants mourait. Eh, je sais, le cas est grave, et plus grave deviendra-t-il, laissez-moi vous le dire, quand vous commencerez à sortir de votre chagrin, et qu'il vous adviendra d'apercevoir de vos yeux qui ne voudraient plus voir, que sais-je, la grâce timide de ces fleurettes blanches,
et d'un bleu céleste qui s'ouvre dans les prés au premier soleil de mars, et la douceur même de vivre que, malgré vous, vous sentirez aux premières tiédeurs enivrantes de la saison, se transformera en vous en un tourment plus lancinant, quand vous songerez à lui qui ne peut plus la sentir. Eh bien, quelle consolation, au nom de Dieu, voudriez-vous admettre après la mort de votre enfant? Ne vaut-il pas mieux le néant? Mais oui, le néant, croyez-moi, ce néant de la terre, non seulement pour les malheurs, mais aussi pour cette douceur de vivre qu'elle nous donne malgré tout. Le néant absolu, en somme, de toutes les choses humaines que nous pouvons imaginer en regardant au ciel Sirius ou l'alpha du Centaure. Ce n'est pas facile. Merci bien. Vous ai-je dit que c'était facile? La science astronomique, croyez-le bien, est extrêmement difficile, non seulement à étudier, mais aussi à appliquer aux circonstances de la vie. Du reste, je vous dirai que vous êtes incohérent. Vous tenez à garder l'opinion que cette planète mérite un certain respect, qu'elle n'est pas si petite que cela par rapport aux passions qui nous agitent, qu'elle offre nombre de beaux panoramas et de variétés de vie et de climats et de mœurs. Et puis vous vous enfermez dans une coquille et vous ne pensez même pas à toute la vie qui vous échappe, alors que vous vous abîmez tous dans un souci qui vous tient ou une petite misère qui vous accable. Je sais, vous me répondrez qu'il n'est guère possible, quand une préoccupation nous assaille vraiment, quand une passion nous aveugle, de s'en dégager, de s'en détourner en imaginant une vie différente, ailleurs. Je ne vous dis pas de vous situer ailleurs par l'imagination, ni de vous leurrer d'une vie autre que celle qui vous fait souffrir. Cela, vous le faites communément, en soupirant. Ah, si c'était différent. Ah, si j'avais ceci ou cela. Ah, si je pouvais être là. Ce sont de vains soupirs, car si votre vie pouvait véritablement être différente, qui sait quels sentiments, quels espoirs elle susciterait, tout autre que ceux qu'elle suscite, du seul fait qu'elle est ce qu'elle est. Tant il est vrai que ceux qui sont ce que vous voudriez être, ou qui ont ce que vous voudriez avoir, ou qui sont où vous désiriez être, vous tapent sur les nerfs, car il vous semble qu'étant dans les conditions que vous leur enviez, ils ne sont pas à même d'être aussi heureux que vous le seriez. Et votre dépit, excusez-moi, ne tient pas debout, car vous enviez ces conditions parce qu'elles ne sont pas les vôtres. Mais si elles l'étaient, vous ne seriez plus vous, j'entends avec votre désir d'être différent de ce que vous êtes. Non, non, chers amis, la solution est tout autre. Pas très facile non plus, mais tout à fait possible. Du moins autant que j'ai pu en faire l'expérience, personnellement. Je l'entrevis une nuit. Une de ces nuits affreusement tristes, où il me fallut veiller une longue, une éternelle agonie, celle au cours de laquelle ma pauvre mère, des mois et des mois durant, s'était réduite à l'état de cadavre vivant. Pour ma femme, c'était la belle-mère. Pour mes enfants, une femme mourait, dont j'étais, moi, le fils. Je dis cela parce que, quand je serai à l'article de la mort, l'un ou l'autre me veillera. Du moins je l'espère. Comprenez-vous? Cette fois-là, c'était ma mère qui mourait, et c'était à moi de le faire et non pas à eux. Comment dites-vous? Une grand-mère? Eh oui, la mémé chérie. Et puis, pour moi aussi, qui méritait quelque considération, je vous assure. On aurait pu ne pas me laisser debout toute la nuit, par un tel froid, quand je tombais de fatigue après une journée de travail éreintant.
mais vous savez ce qu'il en est. L'époque de la mémé chérie, était terminée depuis pas mal de temps. Pour les petits-enfants, le jouet qu'était la mémé chérie, c'était détraqué, depuis qu'ils l'avaient vue rentrer de l'opération de la cataracte avec un œil horriblement gros et vide, dans la concavité du verre des lunettes, et l'autre tout petit. Présenter une mémé ainsi, ce n'était plus de jeu. Et petit à petit, elle était devenue sourde comme un pot, la pauvre mémé. Elle avait 85 ans et ne comprenait plus rien. C'était une boule de chair, le souffle court et qui se soutenait à peine, pesante et flageolante. Et elle réclamait des soins qui exigeaient une adoration, comme la mienne, pour dominer la peine et le dégoût qu'il causait. À la voir, on songeait à un épouvantable châtiment que je savais plus que tout autre y mériter, puisqu'il s'agissait de ma pauvre mère, abandonnée là, sans rien de ce qu'elle avait été autrefois, pas même la mémoire. De la chair, uniquement, vieillie et défaite, qui souffrait, qui continuait à souffrir, qui sait pourquoi. Cependant, le sommeil, mes bons messieurs, il n'y a pas d'affection qui tienne, quand une nécessité cruelle vous contraint à négliger certains besoins qu'il faut satisfaire de force. Essayez de ne pas dormir plusieurs et plusieurs nuits d'affilée, après avoir peiné toute la journée. La pensée de mes enfants qui n'avaient rien fait de toute la journée et dormaient à 7 heures sur leurs 2 oreilles, au chaud, pendant que je tremblais, transi de froid, dans cette chambre empestant les médicaments, me faisait bondir de rage comme un fauve, et la tentation me prenait de courir arracher les couvertures de leur lit et de celui de ma femme, pour les voir sauter en chemise dans ce froid. Mais sentant au-dedans de moi comme ils auraient grelotté, pensant que j'aurais voulu être à leur place pour qu'ils grelottent à leur tour, ce n'est pas contre eux que je me révoltais, mais contre la cruauté du sort qui tenait encore râlant et insensible à tout, le corps seul désormais, et lui-même méconnaissable, de ma mère. Et je pensais, oui, je pensais, grand Dieu, qu'elle aurait bien pu cesser, finalement, de râler. Si bien qu'une fois, dans le terrible silence qui survenait dans la chambre à la suite d'une suspension momentanée de ce râle, je me surpris dans la glace de l'armoire, en tournant la tête, je ne sais pourquoi, penché sur le lit de ma mère en train de guetter tout près si elle n'était pas morte. Je vis avec horreur mes traits dans cette glace. Juste comme pour se montrer à moi, ils conservaient, alors que je les regardais, l'expression qu'ils avaient quand j'étais aux aguets pour épier, en une épouvante quasi joyeuse, ma délivrance. À cet instant, la reprise du râle m'inspira un tel écœurement de moi que je me cachai la figure, comme si j'avais commis un crime. Puis je me mis à pleurer comme un enfant, comme l'enfant que j'avais été pour cette sainte femme dont je réclamais encore, oui, la pitié pour le froid et la fatigue que je ressentais, si même je venais juste de désirer sa mort, pauvre sainte maman qui avait passé tant de nuits pour moi, quand j'étais petit et malade. Étreint par l'angoisse, je me mis à arpenter la chambre. Je ne pouvais plus rien regarder, car les objets de cette chambre me paraissaient vivants, dans leur immobilité en attente. Là-bas, l'arête éclairée de l'armoire, ici, le pommeau de cuivre du chalit sur lequel je venais de poser la main. Désespéré, je tombai sur une chaise devant le petit bureau de la plus jeune de mes filles. La petite fille qui faisait encore ses devoirs dans la chambre de sa grand-mère. Je ne sais combien de temps je restai là. Je sais que le jour était haut, après un temps incommensurable, pendant lequel je n'avais éprouvé le moins du monde la fatigue, le froid, le désespoir, quand je me retrouvai un manuel de géographie de ma fille sous les yeux, ouvert à la page 75, gribouillé dans les marges avec une belle tache d'encre bleue sur le M de Jamaïque.
J'avais été tout ce temps-là dans l'île de la Jamaïque, où se trouvent les montagnes bleues, où, du côté de la Tramontane, les plages s'élèvent petit à petit pour rejoindre les pentes douces de charmantes collines, la plupart séparées les unes des autres par de spacieuses vallées ensoleillées, et où chaque vallée a son ruisseau et chaque colline sa cascade. Sous les eaux claires, j'avais aperçu les murs des maisons de Port-Royal, engloutis sous les flots par un terrible tremblement de terre. Les plantations de canne à sucre et de café, de blé d'Inde et de Guinée, les forêts des montagnes. J'avais senti et respiré avec un soulagement indicible le relent chaud et gras du fumier dans les grandes étables des élevages. Mais senti et respiré vraiment, vu vraiment tout, sous le soleil qui est là-bas sur ces prairies, et les hommes et les femmes et les enfants tels qu'ils sont là-bas, portant dans leurs corbeilles et renversant en tas sur les airs ensoleillés la récolte de café qui séchera, avec la certitude précise et tangible que tout cela était vrai, dans cette partie du monde si lointaine, si vrai que je pouvais le sentir et l'opposer, en tant que réalité d'une vie aussi intense, à celle qui m'entourait dans la chambre de ma mère moribonde. Tenez, rien d'autre que cette certitude d'une réalité de vie ailleurs, lointaine et difficile, à opposer une fois après l'autre à la réalité présente qui vous écrase. Mais ainsi, sans aucun lien, pas même de contraste, sans aucune intention, comme une chose qui est parce qu'elle est, et que vous ne pouvez pas empêcher d'être. Voilà, la solution que je vous conseille, mes amis, la solution que je me trouvais inopinément cette nuit-là. Et pour ne pas trop divaguer et ordonner en quelque sorte votre imagination, pour qu'elle ne vous fatigue pas surabondamment, faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à chacun de mes 4 enfants et à ma femme, j'ai attribué une partie du monde, à laquelle je me mets à penser sur le champ, dès qu'il me cause un ennui ou qu'il me peine. Ma femme, par exemple, est la Laponie. Veut-elle quelque chose que je ne puis lui donner? Dès qu'elle commence à me le demander, je suis déjà dans le golfe de Botnie, mes amis, et je lui dis sérieusement, comme si de rien n'était, Umea, Lulla, Pitea, Skeleftea. Qu'est-ce que tu dis? Rien, ma chère. Les fleuves de Laponie. Qu'ont-ils à voir? Rien, ma chère. Rien du tout. Mais ils existent. Ni toi ni moi ne pouvons nier qu'en ce moment précis, ils se jettent dans le golfe de Botnie. Et si tu voyais, ma chère, si tu voyais comme je la vois, la tristesse de certains saules et de certains bouleaux là-bas. D'accord, oui, les saules et les bouleaux n'ont rien à voir à la question non plus. Mais ils existent, ma chère, et si tristes autour des lacs glacés au milieu des steppes. Lap ou lop, sais-tu? C'est une insulte. Les Lapons, eux, s'appellent Sami. Des nains malpropres, ma chère. Je te dirai simplement, oui, je sais, tout cela n'a rien à voir vraiment. Mais il faut que tu saches qu'alors que je tiens tellement à toi, ils tiennent si peu, eux, à la fidélité conjugale, qu'ils offrent leurs femmes et leurs filles au premier étranger venu. Quant à moi, tu peux être tranquille. Je ne suis nullement tenté d'en profiter, ma chère. Mais que diable me dis-tu là? Perdrais-tu la raison? Je suis en train de te demander... Oui, ma chère. Tu es en train de me demander... Je ne dis pas non. Mais quel triste pays que la Laponie!